L'histoire d'assister à l'accouchement, pour moi, c'était bon. Ah ouais? Ah oui, oui, ah oui, si, non, non. Moi, franchement, ah oui. Vas-y, dis-moi. Gros, en fait, là, maintenant, pour devenir daron, en fait, tu vois, en fait, c'est vrai ce qui se passe, tu vois. Le moment où j'ai appris que j'allais être papa, c'était exactement la veille de mon Oh my god, on y est, c'est officiel. Le premier épisode de Entre Papa. Et avant vraiment de commencer, j'aimerais juste un tout petit peu vous parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler du moment où on a appris qu'on allait devenir papa. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir deux grands super papas qui vont pouvoir partager ces moments-là. Et avant vraiment de rentrer dans la conversation, je vais les laisser s'introduire. Kevin. Moi, c'est Kevin, pour ceux qui me connaissent, Kevin Mengui. Voilà, donc je suis papa de 2 petites filles. Voilà, ça fait, il y en a une qui a 2 ans et demi, l'autre qui va bientôt aller sur ses 4 mois. Donc c'est récent, mais en même temps pas trop. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés. Et on aura le temps d'en parler tranquillement. Messieurs, Alors, moi, c'est Yeta Mboladinga. Pour les gens qui me connaissent, c'est a.k.a. King Kong. c'est ça même. King Kong. Donc, moi, je suis papa de 2 garçons. 2 garçons, donc 2 King Kong. Un qui va avoir à la fin de l'année 18 ans. Wow. Et le deuxième a eu 13 ans en été. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire avec des découvertes, des surprises, des confirmations. Donc, l'aventure ne fait que commencer encore. 18 ans, mais ça continue encore. Dans chaque étape, tu as toujours des découvertes par rapport à toi. Il a encore 18 ans. Quoi. Ah ouais, c'est. C'est un truc de fou. On a fait cette conversation encore plus intense parce qu'on va vraiment pouvoir se partager. Moi, ma petite, elle a que 2 ans. J'ai une seule petite fille pour l'instant. Et pouvoir partager, toi, ton expérience avec 2 grands, un qui est déjà officiellement majeur, je pense, et un plus petit. Et puis toi, tu en as 2 aussi. Donc, vous avez ce point commun d'avoir 2 enfants. Avant vraiment de commencer, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous avez appris la nouvelle que vous êtes devenu papa pour la première fois. Alors, pour moi, on va dire, parfois, ça dépend. Il y a parfois un décalage entre l'homme et la femme. Tu vois, au niveau de l'horloge biologique de la femme, moi, ça a été plus par rapport à l'éducation judéo-chrétienne. Il faut d'abord se marier. Voilà, avant que l'enfant arrive, se marier. Donc, tu avais cette pression-là, entre guillemets, de l'éducation. Donc, l'horloge de mon ex-femme, la maman des enfants, avait déjà sonné depuis longtemps. Donc moi, je temporisais avec, avec des soucis personnels que j'avais aussi à ce moment-là. Mais d'abord, c'est le mariage. Après le mariage, voilà. Il y avait des étapes. Pour moi, il y avait des étapes. Voilà, il y avait des étapes à suivre par rapport à ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait l'étape à suivre, on a fait le mariage, après, bon, j'ai dit tout. Maintenant, on est installé, on est posé, on peut y aller. Donc, et puis, un jour, il m'a annoncé, on m'a fait une petite surprise, je crois, un petit mot, un truc où on est à 3 ou un truc. Mais je revenais du boulot, j'étais fatigué, tout ça et tout. Et alors, on est à 3. Et tu vois, elle attendait de voir cette réaction-là. Et toi, tu ne réagis pas. Donc, on t'annonce une bonne nouvelle. Et, en fait, puis là, t'es content, tu dis waouh. Tu t'es submergé par plusieurs choses. D'abord, t'es content, tu dis waouh, génial. Et puis en même temps, c'est un peu de peur aussi, bien sûr, parce que la responsabilité. Quand il s'agit de toi, ou adulte, tu peux gérer, il n'y a pas de souci. Mais la responsabilité de quelqu'un d'autre, l'innocence, le truc, tu sens cette responsabilité-là. Donc et en même temps, tu commences peut-être à te mettre un petit peu la pression. Je dois gérer, je dois. Et quel âge à ce moment-là? 20, je suis marié à 27, vers 28. 28. Et pour le deuxième, c'était la même chose ou le sentiment que tu as eu à ce moment-là? Le deuxième, c'était la même chose ou pas du tout? Le deuxième, c'était premier, c'est toujours particulier. Hein. C'est pas que c'est plus fort. Ouais. C'est pas que c'est plus fort que le deuxième, c'est particulier. Parce que le deuxième aussi, quand ça va arriver, c'est genre de
on va dire entre guillemets, je sais pas si le mot est correct, on va dire accomplissement ou tu es plus sûr. Tu vois, là, tu es déjà prêt, entre guillemets, tu es prêt. Tu vois, tu dis, ouais, j'ai vécu, ok, je sais ce que c'est, donc voilà. Peut-être même, le sentiment par rapport au deuxième, peut-être se renforce encore un petit peu. Ton acceptation est encore peut-être un petit peu plus fort encore parce que tu es prêt voilà, j'ai vécu hier et je suis prêt je le prends, je l'embrasse, dans les mains. Moi, écoute, pour être honnête avec vous, après, moi, c'était voulu, c'était désiré. Donc, voilà, la même année, on s'est mariés. J'ai pas mis la pression, en fait. On s'est dit, voilà, on est mariés maintenant. Ça arrive, ça arrive. Voilà, Dieu fait bien les choses. Quand ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera. On va pas commencer à provoquer ou se mettre la pression. Donc, on est parti en lune de miel. On a fait ce qu'on avait à faire en lune de miel. Et en rentrant, je sais pas pourquoi, parce que je ressens assez les choses. Et à un moment, je la regarde et je lui dis, toi, tu es enceinte. Et elle me dit, elle commence à péter un jour. Elle dit, non, c'est pas vrai. Mais elle le sentait aussi. Et je lui dis, demain, on va faire un test. On va aller prendre un test de grossesse. Et on va à la pharmacie. Moi, je suis tout excité. Limite, l'enfant qui va l'acheter une sucette. Tout excité. Et on arrive à la pharmacie. Direct, je rentre. À peine, elle a le temps de dire, oui, un test de grossesse, s'il vous plaît. La pharmacienne me regarde en mode, wow, le gars, il est vraiment... tu vois. Bon, on prend le test, on arrive à la maison, on sait pas comment ça fonctionne, on panique un peu et tout. Je dis, ouais, mais il faut faire comme ça. Elle fait le test. Moi, j'attends à l'extérieur et tout, je suis en train d'attendre. Et je dis, alors c'est quoi et tout. Elle me dit, ouais, mais là, là, il n'y a qu'une barre, donc je pense que c'est négatif. Et puis, je fais le gars qui relativise, en mode, non, t'inquiète, c'est pas grave et tout, ça ira. On prend le temps et tout. Et puis, elle me fait, attends. Et je dis quoi? Elle dit, il y a 2 barres. J'ouvre la porte de la toilette. Je dis, dans ma tête. Et je regarde. Et je vois 2 barres. Quand je vois 2 barres, je la soulève, je la prends. Et là, on commence là, on sourit, on pleure de joie. En fait, c'était que du bonheur. Que du bonheur. Ouais, il y a eu 36 000 choses ce jour-là. J'étais limite Mister Happy, quoi, tu vois. Il n'y avait rien qui pouvait me mettre de mauvaise humeur, tu vois. C'était vraiment un sentiment comme Yeta l'a dit. En fait, tu es submergé par quelque chose de complètement nouveau, en fait. Tu vois, c'est indescriptible. Et puis après, tu as aussi ce truc de se dire, wow, en fait, là, maintenant, je vais devenir daron, en fait, tu vois. En fait, c'est vrai ce qui se passe, tu vois. Mais c'est indescriptible, en fait, tu vois. Et pour la deuxième, du coup, pour ma deuxième fille, c'était vraiment une surprise. Parce que je m'y attendais pas. Notre enfant venait d'avoir 1 an et demi et tout. Donc, tu vois, t'es dans la phase, tu dis, on va profiter de la première, tu vois. Et un jour, je rentre du boulot et elle me dit, oui, j'ai une surprise pour toi. Et puis, ok, ça va et tout. Bon, je vends un coffret genre bijoux et tout. Je dis, wow, bijoux et tout. Qu'est-ce qu'il veut? Mon anniversaire. Ouais, je me dis, il se passe quoi, tu vois? J'ouvre la boîte, je vois un test de grossesse. Je la regarde. Je dis, quoi? Genre, ouais? Elle dit, ouais. Je dis, non. La même aussi, mais là, un peu plus... j'étais super content, mais en même temps, j'étais un peu paniqué parce que je commençais mon activité professionnelle et j'avais décidé de travailler à temps plein, tu vois. Et donc, du coup, direct, j'ai commencé à paniquer, en fait. Je me suis dit, wow, putain, mais comment je vais faire et tout, tu vois, comment je vais gérer et tout, nanani, tu vois, c'était très compliqué, tu vois, parce que j'étais dans une phase où tout allait bien, mais en même temps, c'était nouveau, donc tu vois, tu es dans une transition aussi personnelle, où tu as envie de te prouver à toi des choses, et tu sais, parfois, quand tu es pris par les émotions, tu prends des décisions hâtives comme ça, en mode, tu crois que tu es le roi du monde, tu vois, mais quand tu as une nouvelle aussi qui de ce niveau-là qui arrive, ça te remet un peu les pieds sur terre. Tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, tu vois, donc tu es dans une panique, mais en même temps, tu te dis, mais je peux pas paniquer parce que je dois gérer pour elle, du coup, tu vois. Et là, j'en ai 2, tu vois. Donc, du coup,
toujours le même sentiment. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai toujours dit à ma femme que je ne serai jamais triste d'avoir un enfant, tu vois. Donc, au final, ça reste une bonne nouvelle, tu vois. Je l'ai toujours bien pris et je le prendrai toujours bien. Aujourd'hui, bon, je lui dis, bon, On va l'autre, se calmer On tôt temporise, déjà, s'il on vous plaît. temporise, on temporise, on temporise. tu vois. On temporise. Mais pour répondre à ta question, la nouvelle, c'est toujours, il y a toujours un sentiment de joie. C'est unique. C'est vraiment unique. Moi, je vais aussi un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi parce que, bon, comme vous le savez, j'ai vécu à New York. J'ai rencontré ma partenaire au moment où je vivais à New York. Je suis rentré ici, à Bruxelles, on s'est rencontrés. Mais au moment où j'ai appris que j'allais être papa, c'était exactement la veille de mon départ à New York. Donc, c'était un dimanche. Ok, Le premier dimanche de mon jour. ok. Elle avait acheté le test et le truc était normalement, tu es censé faire le test en matinée. Ouais. C'est là où apparemment l'urine est le plus pur. Et là, Ouais. Ok, pas de problème. Dimanche matin, elle se réveille, elle va, elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle me répond, elle me regarde. Et là, tu vois le regard blanc de qu'est-ce qu'il va dire, comment est-ce qu'il va réagir. Ouais. Et donc, directement, tu comprends qu'elle est enceinte. Mhm. Tu vois, il y a comme vous venez de dire, il y a ce sentiment-là qui me prend, tu vois, de me piller, tu vois, qui est en train de me faire comprendre que je vais devenir papa en même temps et je suis en mode, God damn, it's happening. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais comme vous l'avez dit, vraiment, tu vois, il y avait un stress, j'étais vraiment heureux de me dire, ah, je vais avoir mon enfant, je vais pouvoir construire ma famille. Tu vois, aller vraiment travailler sur ma propre personne et travailler avec quelqu'un. J'avais vraiment cette vision-là. Mais en même temps, je partais à New York demain. J'habitais pas à Bruxelles. Tu vois ce que je veux dire? J'habite pas à Bruxelles à ce moment-là. J'habite à New York. Appartement, boulot, totale, tu vois. Donc, il n'y avait pas de... Il y avait tout ça qui se mélangeait en même temps. Est-ce que je dois rentrer à Bruxelles? Est-ce qu'elle va venir à New York? Est-ce que je dois laisser mon appartement à New York? Est-ce qu'on doit vendre son appartement ici à Bruxelles? Il y avait 1000 questions qui se posaient en une seconde. Ouais. Et en même temps, tu dois profiter du moment présent et je devais aussi la rassurer. Clair. Donc, il y avait tout ce moment-là qui était vraiment très intense entre elle et moi. Je devais vraiment avoir la tête sur les épaules pour essayer de relativiser et essayer d'embrasser vraiment tout ce qui se passait et de prendre une meilleure décision au meilleur moment. Donc, je suis parti à l'église. Attends. Je suis le dimanche. Le dimanche, là, t'es parti. Ouais. Je suis le même jour, je suis parti à l'église. Lâcher toutes mes larmes pour demander au Seigneur de me guider le meilleur chemin puisse pour moi. Je ne sais pas si vous captez que le lendemain, je partais à New York. Non, mais c'est ouf parce que c'est un changement drastique en fait. Mais drastique. Il y a un changement quoi qu'il arrive. Tu vois. Voilà, tu vois. Et donc, je devais me préparer à ça. Et le lendemain matin, parce que directement, évidemment, j'ai dit à ma mère pour essayer de lui expliquer mes craintes, etc. Mais le lendemain, à l'aéroport, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je me dis, elle vient d'apprendre ton enceinte. Et moi, je pleure. Je me suis senti comme le plus gros des lâches. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, mais quel homme peut partir comme ça en laissant sa partenaire enceinte et tu sais pas comment. Après, j'ai dû me dire, oui, je dois gérer ça. De la meilleure manière, tu dois avoir un plan drastique et le suivre à la lettre. C'était vraiment important pour moi de mettre un plan en place. C'est pour ça que ma prochaine question pour vous, c'est dans quelle situation vous étiez financièrement et professionnellement au moment où vous avez appris, etc. pour les enfants? Alors, moi, comme j'ai été, je veux dire, entre mon ex-femme et moi, j'étais un petit peu, certaines choses, j'étais un petit peu plus celui qui était un petit peu terre à terre. Mais écoute, d'abord on se marie, une fois qu'on s'est marié, là on peut, les enfants, on peut commencer. Et même chose aussi par rapport à ça, il fallait d'abord aussi, niveau travail, elle travaillait, je travaillais aussi, donc je venais de commencer le coaching passage à l'époque. Au niveau emploi, on était tous les deux stables à ce niveau-là. Donc c'était vraiment la suite, on va dire entre guillemets, la suite logique des choses, de la manière dont je prévoyais les choses. Boulot, elle, ça allait. Boulot, moi, ça allait aussi. On était mariés. C'était la suite logique qui devait découler. D'autant plus que c'était moi qui freinais depuis longtemps. Elle déjà, ça aurait pu déjà, avant tout ça, avant tout ça, non, elle aurait pu déjà. Donc c'est moi qui freinais. Mais bon, voilà, une fois que tout ça s'est accompli, bon, moi j'ai dit, bon, voilà, tu as patienté assez longtemps. Voilà, on peut y aller maintenant.
Moi, écoute, moi, ça allait très bien financièrement. J'avais commencé aussi, je m'étais lancé dans le coaching. Comment je débutais. Du coup, via des connaissances, j'avais eu l'opportunité de pouvoir travailler avec un certain nombre de personnes qui m'ont grassement rémunéré. Donc, ça allait super bien. On rentrait de lune de miel. Tout allait bien, en fait, tu vois. Financièrement, ça allait bien. On revient toujours sur ce truc de ça va bien, mais il y a un autre être. Et à l'époque, tu sais, on était dans un appartement de couple. Donc du coup, appartement de couple, c'est plus suffisant quand il y a un enfant qui arrive, tu vois. Non, ça allait très bien, mais il y avait du coup l'autre question. Il fallait maintenant se dire, il faut trouver un autre lieu, il faut déménager, il faut ci, il faut ça, il faut ci, tu vois. Donc tu restes dans un truc, on va bien, mais en même temps, maintenant, on peut plus faire ce qu'on veut avec ce qu'on a, tu vois. Commencer à préparer, à être précis dans ce qu'on va acheter, dans ce qu'on va mettre, parce que vous connaissez, hein. Ouais, ouais. Quand c'est le premier-né, Tu claques. tu claques. Tu claques. Tu claques. Tu joues la sécurité au maximum. Voilà, Hein. tu vois. C'est la même chose, tu achètes ça 5 fois. Voilà, Alors que tu en as besoin que 2. Tu achètes 5 fois. Exactement, tu vois. Et puis quand ta femme a des goûts particuliers, en fait, c'est pas toi qui décides. Tu es un portefeuille ambulant. Donc, non, on était bien. On était bien. Mais est-ce que vous étiez prêt à ce moment-là? Et si oui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que ça que j'ai dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de manuel. Papa, etc. Nos parents, c'était l'exemple qu'on a eu. Peut-être qu'on avait des autres par-ci par-là, mais on n'avait pas concrètement un modèle qu'on pouvait suivre. Clairement. Que si, il y a des modèles qui nous ont inspirés à gauche, à droite. Mais est-ce que vous étiez prêt, le sentiment? Est-ce que vous êtes bon, ok, là maintenant, je suis prêt, let's go? Non, à ce niveau-là, au niveau préparation, tout ça et tout, non, tu n'es pas prêt au niveau. En fait, tout commence en fait. Tout commence, la préparation. En fait, vous commencez, voilà, il y a une personne, vous étiez habitué à deux, comme il dit, vous étiez habitué à deux, budget par rapport à deux. Maintenant, voilà, une troisième personne qui arrive, voilà, il va falloir commencer à préparer tout ça au niveau budget, commencer à calculer, commencer à prévoir. Donc il y a un autre truc, il y a un autre mindset qui vient de se rajouter, là-dedans. Que oui, effectivement, on n'était pas prêt, mais bon, maintenant que c'est là, on commence à le préparer. Et on dit qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Tu peux te dire, ah non, mais quand ça va arriver, mais quand ça arrive, parfois tu te rends compte que... C'est vraiment ça. Oh là là. Mais c'est vraiment pour rejoindre ce que Yeta a dit, t'es jamais réellement prêt en fait. Être parent, t'es pas prêt. T'es prêt, comme tu dis, t'es prêt de te faire à l'idée que tu vas devenir papa. Mais on n'est jamais réellement prêt d'être parent parce que, on en a deux. J'étais pas prêt d'être papa la première fois, j'étais pas prêt d'être papa pour la deuxième fois, tu vois. Mais j'ai été prêt pour devenir papa d'une enfant. Mais là, maintenant, je dois me préparer à être papa de 2 enfants. T'es jamais réellement prêt, en fait, tu vois. C'est un renouveau constant, en fait. Et même avec tes enfants qui grandissent, Yeta l'a dit, il y a des découvertes, en fait. Et comme tu as dit, on n'a pas de manuel. On apprend parce que je pense que c'est là où je dis que tu es prêt sans réellement l'être parce que intuitivement, on va dire intrinsèquement, on est tous censés avoir cette fibre paternelle parce qu'on est destiné, allez, j'ose croire qu'on est destiné à avoir une descendance. Donc intrinsèquement, on est préparé à ça. Et puis moi qui crois énormément en Dieu, moi je considère, voilà, Dieu est un père pour moi. Spirituellement, à l'intérieur de moi, je suis quelque part prédisposé à ça, tu vois. Parce que je le vois comme un père, et quand je le vois comme un père, je vois certaines qualités, et ces qualités-là me permettent de pouvoir, en tout cas, je tente de les retransmettre à mes enfants, tu vois. Hormis mes parents, qui eux aussi peut-être se sont inspirés de Dieu, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, c'est une adaptation. Vu que tu vois, tu peux pas vraiment préparer jusqu'à la veille, dès que l'enfant est là, tu peux le Ouais. Tu vois, tu peux te préparer comme tu veux en amont, en achetant 1000 trucs, même 1000 couches, tu t'adaptes avec l'enfant. Et tu marches dans une direction, tu fais les meilleures choses que tu peux vraiment faire à ce moment-là bien précis pour le bien-être de ta famille et de ton enfant. Comme tu as dit, on ne va jamais faire quelque chose qui va blesser ou heurter. Tu as vraiment dit que voilà, tu vas suivre, tu sais que le Seigneur va te donner une direction à laquelle tu vas suivre et que ça ne va jamais être négatif pour tes enfants et pour ta famille, tu vois. Donc moi, je pense vraiment que c'est ça aussi qui nous aide en disant qu'on s'adapte de toute façon avec notre enfant, parce que c'est la première ou c'est la deuxième. Il y a des gens précédemment qui l'ont fait avant nous, ils se souviennent sortis, pourquoi pas. Exactement, tu vois. Et moi, c'est la première chose. Alors que j'étais aux États-Unis,
Dieu seul sait que j'ai regardé des vidéos et des vidéos pour me dire ok, comment est-ce que je ne pouvais même pas me projeter. Parce que, de un, j'ai jamais pu trouver une personne qui me ressemblait, qui en parlait, tout simplement, qui osait parler de ses sentiments. D'où le fait que j'ai voulu vraiment le faire. En parlant avec mon père, il me disait, mais tu verras toi-même, de toute façon, tu verras, c'est la même chose, tu verras. L'enfant va arriver, c'est bon, je sais pas ce que je veux dire. Donc je dis, ouais, mais. Dis-moi. L'enfant va arriver, tu verras à ce moment-là. Donc, on se retrouve tous là-dedans, tu vois. Donc je suis là en mode, bon, tu sais quoi, en vrai, ça va arriver et je vais m'adapter. Tant que je fais du mieux que je peux faire, c'est tout ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et d'ailleurs, par rapport à nos pères, comment est-ce que votre entourage l'a appris lorsqu'ils ont appris que vous êtes devenu papa? Alors, moi, toujours au niveau tradition, je vais toujours attendre les 3 mois. Attendre les 3 mois avant d'annoncer. Voilà. C'était un petit peu chaud, mais plutôt plus pour elle. C'est bien. Les femmes, non, ok. Nos meilleurs amis, les trucs, ok. On a dit, d'accord. Mais vraiment, on a dit, ok. Mais sinon, le reste, voilà. On a dit, voilà, on va attendre 3 mois, c'est bien, crainte, tout ça et tout. Voilà, on attend avant d'annoncer. Et puis, une fois que les 3 mois, et aussi physiquement, ça a commencé à se voir, tout ça et tout. Et puis, une fois que les 3 mois sont passés et qu'on a annoncé la nouvelle, ben voilà, en grande majorité, c'était la joie. En grande majorité, c'était la joie. Ouais, la même chose. Hein, nous, vraiment la même chose. On a attendu les 3 mois. Par contre, nous, c'est tous les deux. J'avais envie de. J'ai envie de monter sur un toit. Mais je devais me tenir. Et nous, en fait, on l'a annoncé à Noël, en fait. Ouais, on l'a annoncé à Noël. On voulait vraiment en mode marquer le coup, tu vois. Bon, ma petite sœur l'a su un peu avant parce que ma petite sœur, elle est super proche de nous. En fait, pour vous expliquer, en fait, on l'a annoncé en plusieurs étapes. On a annoncé ma petite sœur, en fait, Jules. Je sais pas si vous voyez Jules. Donc, on partait à Paris pour son anniversaire surprise. Et le matin, j'annonce on dit à la maison, à ma petite sœur que voilà, elle est toute contente, elle est toujours venue. Et puis on se retrouve à l'anniversaire de Jules. À l'anniversaire de Jules, on était tous ensemble. Il y avait tous mes meilleurs amis qui étaient là. Et spontanément, tu vois, parce que j'allais pas revoir mes amis après. Et Jules, il y a 2-3 jours d'écart entre Noël et son anniversaire. Donc je me suis dit, une pierre trop voilà, tu vois. Là, je leur ai annoncé la nouvelle et tout, super content. J'aurais dit. Et là, Noël, il y avait toute la famille. Et là, on est là, on parle, on fait des discours et tout. Et puis après, chacun, on va rapporter un toast, merci d'être là, pour vous annoncer qu'il y a il y aura un nouveau membre de la famille. Et là, ma mère, elle était, tout le monde, on a commencé à tous pleurer. Mais c'était cool, que de la joie. C'était vraiment, c'était ouf. C'était top. Pour revenir à ce moment-là où vous avez vraiment appris que vous allez devenir papa, quelle était la vraie première conversation que vous avez eue avec votre partenaire à ce moment-là? La vraie, ok, là maintenant tout le monde est au courant, elle est enceinte, ok, on a déjà passé la pilule, on peut un peu respirer. La première vraie conversation à propos de, voilà, on va devenir parent, ça ressemblait à quoi? Moi, je pense que cette conversation, on l'avait commencé un petit peu avant. Je crois que ça avait déjà été au niveau du sexe de l'enfant, une fille ou un garçon, ok, voir un peu les préférences de chacun. Et puis après ça, au deuxième, c'était les prénoms. Voilà, si c'était une fille, qu'est-ce que ça serait comme prénom? Si c'était un garçon, qu'est-ce que ça serait comme prénom? Donc, je pense que d'abord, ça a d'abord été ces conversations-là. Et puis après, bien sûr, en espérant, en priant pour que la santé soit là et qu'il n'y ait pas de soucis, de problèmes. Mais je crois que les premières conversations, c'était fille, garçon, ok. Le bras de fer a commencé déjà. Ok. Mais c'est un peu aussi pareil, hein, la première conversation, c'est tout autour du sexe. Après, moi, j'étais très clair. Moi, je voulais une fille. Moi, j'étais très clair, je voulais une fille en premier. Et elle aussi, elle voulait une fille, donc ça tombait bien.
Parce que moi, voilà, moi, ça me concerne que moi. Je dis souvent que voilà, les filles ce sont des filles à papa, tu vois. Donc la relation, elle est unique, tu vois. Les garçons, ils sont trop avec leur maman. Ça va être une confrontation constante. Donc je me suis dit non, moi je veux ma petite fille. Après, s'il y a un garçon, je m'en fous. Moi j'ai ma fille qui va m'aimer. Et voilà. Voilà, tu vois. Et c'est marrant parce que quand je me rapproche de sa maman, c'est la cata. Ouais, elle est extrêmement Jalouse. ouais, elle est extrêmement jalouse. C'est elle qui nous autorise quand on peut se prendre dans les bras. Ouais, elle est très possessive. Du coup, non, moi, c'était ça. Et puis, la deuxième conversation, pour être honnête avec vous, nous, c'était plus au niveau de la vision. Ouais, de comment on va élever nos enfants. On est très visionnaire, en fait. On part du principe. C'était très des paroles, tu vois, des bonnes paroles, dans le sens, elles sont brillantes, elles sont, tu vois, de base, tu vois, mais un peu plus poussées, tu vois. Moi pour mes enfants, j'avais déjà une vision claire, bien établie de ce qu'elles vont faire, tu vois. En plus, là, maintenant, j'en ai deux, donc, et j'en ai deux, je dois regarder la méthode Williams parce que voilà. C'est un vrai Il faut, bien sûr. Non, plus sérieusement, tu vois, je pars du principe où moi, j'aurais aimé que mes parents aient une vision claire pour moi. Après, je ne leur en veux pas. Tu vois, tu sais, nos parents, c'est des parents qui viennent justement, qui ont immigré, qui sont arrivés ici, ils devaient s'occuper de nous, ils n'avaient pas le temps de commencer. Le plus important, c'est de nous nourrir, qu'on ait un toit, qu'ils puissent nous ramener à l'école et qu'on puisse s'en sortir et puis se débrouiller, tu vois. Malheureusement, dans leur idée de bien faire, en grandissant, nous, on n'a pas eu certains repères, tu vois. Nous, on est des enfants de l'immigration, on a grandi avec différentes cultures, on a grandi avec des Belges, des Marocains, des Turcs, on a eu la chance de voir plusieurs ethnies, plusieurs cultures qui, allez, tu te dis, mais c'est pas la même chose en fait. Oh, mais comment lui, à cet âge, il sait déjà comment il veut faire ci, il veut faire ça, il veut faire ci. Mais moi, tu vois, avec toute cette expérience-là, moi, pour mes filles, ma fille déjà à l'époque, la conversation avec ma femme est partie sur ça. C'était vraiment une conversation importante où on voulait savoir comment on va éduquer les enfants. Il n'y a pas photo. Les enfants qui ont été éduqués dans cette direction-là, tu les vois plus tard, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, tu vois. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on s'est dit ça a été vraiment l'une des premières conversations, tu vois. Par rapport à ce que tu viens de dire, je veux juste faire un step back. Moi, je voulais vraiment pas savoir quel était le sexe de l'enfant. D'ailleurs, on a fait ça durant toute la grossesse, vraiment, pour essayer justement. Ça va être un peu paradoxal, mais c'était essayer de ne pas savoir quel était le sexe de l'enfant sans se projeter dans sa vie et sans se dire, bon, lui, ça va être un garçon, il va être foutu, ça va être une fille, elle va être danseuse. Ouais. C'était vraiment pour se dire, ok, on va avoir un être humain, on va créer un être humain sur cette terre-là, fille ou garçon. Mais le plus important pour nous, c'était de lui inculquer le fait de pouvoir prendre des risques. Tu vois, de pouvoir se battre dans ce monde aujourd'hui, que ce soit fille ou garçon aujourd'hui, de pouvoir essayer d'éduquer, et c'est dans ce sens-là. Donc, on essaie d'aller, de vraiment essayer d'éduquer notre enfant en se disant, écoute, que tu sois en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, tu vas comme tes partenaires. Parce que, pour ma part, en tout cas, mon fils est métis. Donc, partout où tu iras, il y aura quand même des difficultés par rapport à ça. Tu vas devoir t'apprendre. Et c'est dans ce sens-là qu'on voulait aller, et c'est vraiment de dire, ok, je ne peux pas me projeter en ayant un garçon, je ne peux pas me projeter en ayant une fille, parce que ça va être encore une autre situation. Mais c'est de donner les clés adéquates, que ce soit pour une fille ou un garçon, tu donnes les mêmes clés pour vraiment se défendre dans ce monde-là, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment assez important d'inculquer ça dès le départ. Et quand tu as dit par rapport à ce film avec les sœurs Williams, le père savait ce qu'il allait faire depuis le début. Que ça leur plaise ou non. Et il y a que ce soit des sportifs, que ce soit des personnes qui ont étudié, ils inculquent leurs enfants comme ça. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que certes, on inculque ça dès le départ à nos enfants, mais ça va devenir une habitude. Exactement. Ça va devenir beaucoup plus facile pour Exactement. 10 ans, 15 ans, 18 ans. C'est vraiment ça. Pour une autre personne, pour un autre enfant, de vouloir prendre un risque, de vouloir s'intéresser à quelque chose en particulier. Pour lui, ça va être juste quelque chose. Exactement. Me réveiller à 5 h du matin pour faire une heure de sport ou 2 heures de sport, ça va être quelque chose de normal. Voilà. Tu vois, et quand on dit, mais un enfant de 20 ans, mais comment tu fais? Tu te réveilles tous les jours à 4 h du matin? Non, mais en fait, je le fais depuis que j'ai. Exactement, en fait, exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que bon, allez, c'est pas obliger mes filles à faire ce qu'elles n'aiment pas, tu vois, mais c'est leur donner certaines clés de vie
qui vont, du coup, au niveau de leur épanouissement, ça va leur faire du bien. Bête exemple, faire du sport, 1 heure, 2 heures de sport, c'est la base, tu vois. C'est la base. Ma fille me voit faire du sport, tu vois. Depuis qu'elle a l'âge depuis qu'elle est gosse, depuis qu'elle est née, elle me voit faire du sport. Aujourd'hui, quand elle me voit faire des pompes, elle se met à côté de moi, elle fait des pompes. Parce que c'est ce qu'elle voit, en fait. Et plus tard, ce sera normal, tu vois. Ce sera normal. Elle me voit faire du son. Ma fille chante, c'est normal. Je chante. Tu vois, c'est des trucs, en fait, où tu te dis, en fait, tes enfants, ce sont des disques vierges. Et ils prennent toutes les informations. Maintenant, à toi de donner les bonnes informations aussi, tu vois, parce qu'on peut aussi donner des mauvaises informations. Et ils vont retenir aussi ces mauvaises informations-là. Et du coup, quand tu sais exactement où tu vas aller dès le départ, tu vois, comme je dis, nous, on a eu cette chance-là. On a cette chance. Allez, je me permets de le dire encore. Notre génération, par rapport à la génération de mes grands frères, et toi, c'est la génération de mon grand frère. Eux, ils sont entre nous, tu vois. Ils sont entre les parents et nous, tu vois. Ils ont pu s'ajuster sur le tard encore, tu vois. Mais nous, on les a eux comme exemple encore. Donc, on peut se dire, on peut essayer de se dire, ah, eux, ils ont fait comme ça. On peut prendre exemple sur eux et du coup, bien refaire pour ne pas peut-être... Parce que grâce à eux, on s'est évité certains pièges, en fait, tu vois. Tu vois, eux, ils ont pu comprendre des choses sur le tard parce que, voilà, ils ont grandi, ils ont évolué. Et nous, grâce à eux aussi, on a pu se dire, ah, on peut le faire comme ça. Tu vois, on peut éviter ça parce que le vieux, quand il avait fait ça comme ça, il s'était rendu compte que c'était pas le bon truc, il s'est rattrapé. Donc lui, maintenant, il peut nous dire que faut pas que tu le fasses comme ça. Fais plutôt comme ça, en fait, tu vois. Et je dis à toutes les personnes qui vont être papa, les amis, asseyez-vous avec vos femmes, vos compagnes et discutez de comment vous allez éduquer vos enfants. De comment il va s'habiller, de quelle paire de chaussures. Déjà, pour vous dire, il va porter 23, demain ce sera 25. Donc la paire que tu as achetée, tu vas déjà la jeter. Voilà, concentrez-vous. Voilà, aujourd'hui, on parle de la méthode Williams, la méthode, oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, tu vois. Avant le papa, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y a eu beaucoup de mamans, beaucoup de parents qui ont compris, qui ont une vision pour leur enfant et qui ont compris que, voilà, si je lui transmets ça dès maintenant, comme tu as dit, ça va devenir une habitude. Ça sera même plus un effort, en fait. C'est naturel. Donc, Et toi, il y a ta question. Moi, d'abord, je vais rebondir par rapport à l'anecdote quand tu parlais par rapport au sexe de l'enfant. Ok. Moi, par exemple, pour le premier, le deuxième, non, mais pour le premier, je voulais pas savoir non plus. Je voulais pas savoir le sexe de l'enfant non plus. Et donc, à un moment donné, ça créait même un petit peu des tensions C'est pas parce qu'elle, elle le savait. J'ai dit, toi, si tu veux savoir, c'est OK. Mais moi, tu me dis rien, moi, je veux pas savoir jusqu'à la fin. ouais. Et donc, en visite chez la gynéco, une fois qu'on découvre le sexe, on écrit sur l'enveloppe, on dit qu'on vous donne, comme ça, si monsieur un jour il veut ouvrir l'enveloppe, ok. Mais jusqu'à la fin, Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, elle savait, même pour acheter, il y avait des choses, elle dit, ouais, mais il y a des choses, des occasions que je veux acheter, mais à cause de toi, si j'achète, tu vas savoir. Tout ça. Je dis, ouais, mais t'achètes pas. Ouais. Donc, jusqu'à la fin, Tu même, savais pas. je savais pas. Et moi-même, je vais vous pousser un petit peu même plus. Dire, par rapport à mon éducation, par rapport à tout que j'ai reçu, l'histoire d'assister à l'accouchement, moi, c'était mort. Ah ouais? Ah oui, si, non. Ah ouais? Moi, franchement, je disais à la mère des enfants, l'accouchement, tu ne me verras pas. Tu peux prendre ta meilleure amie, tu peux prendre ma soeur, tout ça et tout. Mais moi, l'accouchement, non. Je dis non, je dis écoute, je suis comme ça, j'ai lu des trucs, j'ai vu, j'ai pas envie d'être tout ça. J'ai la crème, j'ai pas envie d'être bloqué, d'être tout ça et tout. Ouais. Donc l'accouchement, je serai pas. Et puis, donc, jusqu'à la fin, heureusement pour moi, il y a eu quelques petits soucis au moment de l'accouchement où T'as dû, j'ai dû être là. t'as dû être là. Donc, hop, et donc, finalement, par ouais. dedans, j'ai assisté Ouais. à l'accouchement. Ouais. Et je n'ai jamais regretté. Ouais. Je n'ai jamais regretté. J'ai Ouais. dit, waouh! Et le deuxième, bien sûr, le Le deuxième, là, deuxième, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de soeur ou quoi. J'étais là et je serai là. Et même à l'accouchement, quand le petit est né, pendant la préparation de l'accouchement, les infirmières savaient que je ne connaissais pas le sexe de l'enfant. Et donc, quand ils l'ont amené, tout ça et tout, alors monsieur, quel est le sexe? Je dis, ah, c'est une fille. Ah ben non, c'est un garçon. Parce que elle voulait une fille. Elle voulait une fille. Ah, ben, c'est un garçon. Ah, ok, d'accord, ça va. Ben, ok, ça va. Ouais, Donc, tu vois. Et par rapport à, je te rejoins quand tu dis par rapport à l'éducation, par rapport à la vision. À un moment donné aussi, tu peux qu'un enfant
La direction, Ouais. ok. Après, c'est des choses de préparation. Par exemple, moi, le premier sport qu'il a commencé, bon, à part le foot, parce que bon, nous, c'est toute la famille, Ouais, ouais. aussi bien les sœurs que Ouais. même la mère, tout le monde est footeux, tout ça et tout. Après, on l'a mis au judo. Ouais. Judo pendant 1 an, ok, bam, discipline. Mhm. Après, il a plus aimé. Ouais. Il a plus aimé. Après, Hop, comme. il est parti à autre chose. Ouais. Mais voilà. Mais on continue toujours parce que voilà, je sais, je suis dans le milieu sportif, je sais ce que ça apporte, aussi bien physiquement que mentalement, tout ce que, et même au niveau de l'éducation, la discipline, tout ce que ça peut apporter. Voilà. Mais je lui propose qu'il essaie de trouver quelque chose, qu'il a un accroche. Accroché à quelque chose où il peut avancer par rapport à ça. Bien sûr. Donc, Bien sûr, c'est vrai, le but, c'est pas aussi d'obliger l'enfant à aller, tu vas faire ça et je ne vais rien savoir. Il y a des sportifs. c'est qui tout double? Ouais, c'est vrai. Moi, je dis, c'est. Non, c'est vrai, c'est qui tout double? C'est qui tout double? Après, il peut y avoir. Après, ça sera par après, dans le futur. Voilà. Ça verra. Moi, je côtoie des gens, ils vont dire, écoute, moi, j'ai tout eu. Mes parents, ils ont travaillé comme des malades. Je les voyais pas, ou je les voyais très peu, ou presque pas. C'était la nounou qui s'occupait, mais j'avais tout. Les derniers trucs, tout ça. Il dit, voilà, l'école, barbare. Il dit, mais là, maintenant, je suis au moment où je suis adulte, tout ça et tout. J'ai un manque. Matériel, tout ça et tout. J'ai tout. Mais ce manque-là de la présence des parents, de trucs, tout ça et tout, ça, Et donc, il se dit, voilà, tu as 2 cas de figure après, des gens qui vont reproduire la même chose, ou des gens qui vont faire, entre guillemets, complètement le contraire. Parfois même pire. Pour y gâter l'enfant, je suis là, parce que moi, j'ai manqué, tout ça et tout. Mais ça s'appelle la vie. Il y a des choses où tu as des expériences. De chacun. Ça marche pour certains, pour d'autres, ça marche moins. Moi, perso, comme je dis, comme tu dis, tu as des parents qui sont en mode boum, tu vas faire ça et pas autrement, et puis ça marche. Et puis moi, je suis plus dans le truc où je te propose. Parce que moi, le principe du choix, il est super important. Tu vois, encore une autre chose, ma fille, on l'apprend à choisir très tôt. Tu veux ça ou tu veux pas? Tu veux ça? Oui. Oui, non, oui. C'est oui, tu prends, tu reprends plus. Parce que c'est pas moi qui ai choisi. Tu vois, même si on sait qu'elle n'est pas consciente, mais le principe de lui faire face à un choix, tu vois, elle comprend vite aujourd'hui. Aujourd'hui, ma fille, très tôt, c'est te dire, je ne veux pas manger ça, je veux manger ça. Tu vois, on arrive dans un fast-food, elle te dit clairement, je veux pas ça, je veux ça. Tu vois, et du coup, c'est parce qu'on la met constamment face à des choix. Parce que la vie, c'est ça, en fait. Tu vas la mettre dans un truc, tu vas dire, fais la danse. On lui propose la danse. T'aimes bien ou t'aimes pas? Non, j'aime pas. Ok, on change. Et puis un jour, c'est qu'elle aimait pas aujourd'hui, elle va aimer ça demain. Et donc, moi, j'aime pas trop aussi forcer, tu vois. Bon, si j'ai un fils, il n'y a qu'un seul chemin. Non, mais après, quand tu as fait ton choix, après, à un moment donné, quand tu as fait ton choix, il faut entre guillemets, assumer et savoir qu'il y a une discipline aussi. Exactement. Il y a une discipline aussi. Même si tu n'es pas professionnel ou même si, même en amateurisme, même truc, il y a quand même une discipline. Bien sûr. Voilà, il faut y aller, il y a des entraînements, il faut y aller, t'as pas le choix. Voilà. L'école, même si tu es super intelligent, c'est pas tout le monde qui a le cerveau d'Einstein qui comprend tout du premier tour. Non, donc tu dois réviser, tu dois revoir pour assimiler c'est clair. tout ça et tout. Hier, j'ai eu exactement la même chose avec la petite. Je lui ai posé la question, est-ce que tu veux prendre Oui, papa, j'ai dit ok, parce que je ne vais pas te porter et prendre ton bout de temps. Franchement, c'est bête. Je ne vais vraiment pas le faire. Elle dit oui, j'ai dit ok, pas de problème. Je pense que là, on fait son truc, et puis là, tu commences à arriver. Non, je ne peux plus mon vélo. J'ai dit, ok, on le laisse là. Non, mais prends-le. J'ai dit, regarde-moi. Tu as un peu le choix de prendre ton vélo. Tu peux avoir la fatigue que tu veux. Il ne faut rien me dire, alors on rentre plus tôt. Mais c'est ton vélo, c'est ton vélo. Tu vas pédaler. Si tu vas le comme ça. Et Dieu, ça, les gens, ils ont vu. Parce que c'est le plus tôt on éduque ses enfants à prendre ses responsabilités et les assumer jusqu'au bout. C'est bien sûr pour eux de commencer quelque chose et de le terminer. Parce que c'est extrêmement important, je pense, d'inculquer ça à nos enfants de tu veux faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Que ça soit manger, tu manges, tu termines ton plat. Je ne vais jamais te servir des quantités énormes. Non, si tu veux encore plus, tu
Je veux rajouter. Ouais. Mais parce que si tu n'arrives même pas à terminer ton plan, qu'est-ce que tu vas pouvoir terminer? Ouais. Ça, c'est ma C'est vision des choses. c'est fort ce que tu dis. Tu Tu vois? sais, c'est fort parce que c'est très très fort parce que moi je me prends comme exemple. Ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait et ce que je suis aujourd'hui, c'est ma mère. Tu vois, donc tu vois ce truc de commencer quelque chose et d'aller au bout du truc. Moi personnellement, on me l'a pas vraiment inculqué. Pourquoi? Parce que ma mère, elle était plus dans le mode survie Ouais. que vivre et mettre des projets en place. T'as pas le temps quand tu survis. Tu vois, t'as pas le temps quand tu dois survivre, t'occuper de. T'as pas le temps de te dire, je commence un truc, je vais au fond. Tu vois, la seule chose c'est vrai qu'elle a commencé des études, elle les a, même ça, elle les a pas. Bon, elle a terminé, mais elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle Elle voulait voulait aller. de Tu base. vois, elle a eu ses diplômes, mais ma mère, c'est le doctorat, par exemple. Ah, c'est ça qu'elle voulait. Elle devait juste remettre son travail de fin d'études et elle était docteur. Finalement, elle n'a pas terminé parce qu'il y a la vie à côté qui fait que, automatiquement, directement, ça prend aussi sur les enfants. Comme tu dis, moi je dis à ma fille, quand tu commences un truc, tu vas au bout de ton truc, même si ça se passe pas bien, C'est pas grave. tu vas au bout, tu vois. Même si tu fais une course, t'as pas terminé première ou autre, tu vas au bout. Comme ça, la prochaine fois, tu diras, ouais, tu vois, la frustration de te dire que je suis arrivé 3e, 4e, la prochaine fois, tu vas dire, je dois arriver au bout, mais je dois arriver premier. Tu vois? Parce que moi, perso, pendant longtemps, j'ai mal vécu ce truc. Je commence un truc, je termine pas. Je commence un truc, je termine pas. Je me prends un exemple, ma carrière musicale, j'ai commencé, je l'ai pas terminé. Tu vois? On ne sait pas si je chante toujours ou si je chante encore, tu vois? Parce que j'ai pas terminé. Je suis pas allé au bout du truc. Et là, dans mon bail de coaching, en tant que personnel trainer aujourd'hui, c'est un mot d'ordre que je me mets. Quand je fais mon truc, je vais au bout de mon truc. Tu as voulu le faire, fais-le bien, frère. Même si à la fin, ça ne se passera pas comme tu l'avais prévu, au moins, tu as fait ton truc jusqu'à la fin. Ça, c'est primordial pour mes enfants. Non, et encore plus parce qu'on a des enfants, je pense qu'on peut vraiment leur montrer des bons exemples. Ouais. Et de se dire que si nous-mêmes, on n'arrive pas à commencer une chose et qu'on n'arrive pas à terminer, quel est l'exemple qu'on veut donner? Tu vois? Parce que comme on l'a dit précédemment, nos enfants, c'est que les éponges. Ils vont voir, ils vont constater, ils vont poser des questions. Ils vont dire, ok, papa, il a commencé ici, mais il n'a pas terminé. Ok, whatever. Deuxième fois, troisième fois, ainsi de suite. L'enfant ne va jamais commencer quelque chose, il ne va jamais le terminer. C'est aussi simple que ça. Mais s'il voit, tu vois, il y a ce truc-là, il y a ce sentiment-là de quand tu commences n'importe quoi, même si c'est la cuisine, tu commences un plat et que tu arrives à terminer, tu te présentes bien, il y a ce truc-là de cette mini-fierté que tu as dit, je suis allé jusqu'au bout. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Parce que c'est bête, hein. Mais non, ma fille, on est en train de l'apprendre à faire des Legos. Sur des petits Legos comme ça. Mais quand elle a terminé, elle est contente. Elle est contente de se dire, ah, j'ai fait ça avec maman, j'ai fait mes Legos. On l'a terminé jusqu'au bout. Mais en plus, les Legos, c'est un truc de dingue. Mais je l'ai vraiment laissé ça avec sa maman pour qu'elle puisse comprendre. Tu commences une nouvelle activité de zéro. Et tu mets des petites pièces par petites pièces par petites pièces. Et tu arrives jusqu'au bout et tu vois le résultat final. Bah oui. Bah oui. Parce que tu es vraiment heureux d'avoir développé ce truc. Tu vois ouais, mais en même temps aussi, là où je te rejoins aussi par rapport à ça, je suis d'accord, même si le résultat final n'est pas positif, que tu as été jusqu'au bout. Au moins, tu as essayé. Souvent, parfois, où ça peut arriver, si j'avais fait ça, si j'avais fait. Moi, je pars dans l'idée du truc de si j'avais fait. C'est vas-y, fais-le. Tu fais. Ça marche, magnifique. Ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, t'as barré. Tu sais que ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Dans cette idée-là. Parce que c'est ça exactement. Ça te permet de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce qui te convient, ce qui te convient pas. Tu vois. Au moins, t'es allé au bout du truc. Mais quand tu t'arrêtes, tu sais pas. Tu restes comme tu dis. Et peut-être que c'était ça, qu'il fallait. On voit souvent une image, là, je sais pas si tu voyais l'image d'un gars qui creuse. Ouais. Et qui s'arrête. Et il s'arrête juste. En fait, il creuse encore un peu. Il y avait le diamant, en fait, tu vois. Et il rebouche chemin, tu vois. Tu sais pas ce qui t'attend, en fait. Tu vois, tu sais pas ce qui t'attend. Et on peut le généraliser dans la vie, tout simplement. Vis ta vie, en fait. Parfois, avec ma femme, on a des craquages comme ça. Aujourd'hui, on va vivre. Parce que tu vois, quand tu te contrôles trop, demain ne t'appartient pas. Hein. Non. Parfois, je me dis, je suis au taf et tout.
Je suis là, je suis au taf et tout, je me dis, puis, tout, ouais, je rentre à la maison, ouais, je serai fatigué et tout, il faut que je dorme tôt parce que demain et tout. Mais demain, je peux ne pas me réveiller, je ne vois plus mes enfants, je n'ai pas profité. Pourquoi? L'excuse, je viens du taf, je suis fatigué, je ne vais pas profiter de mes enfants. Demain, si je pars. Donc, je suis parti avec l'idée que je n'ai pas profité de mes gosses, tu vois. C'est un débat, un débat très profond. Parce que si tu te programmes pas en disant ça, je dois rentrer, me reposer, comme ça je suis en forme. Si tu programmes pas ça et que tu viens et que tu fais tout ça, et demain t'es fatigué. Voilà, tu vois, c'est un débat. Tu vois, mais il y a des moments, Les visions sont. mais il y a, non. C'est comme quand tu dis te contrôler. Voilà. Le collègue t'énerve au boulot là. Ou le boss. Si tu te contrôles pas, imagine un jour là. Non, mais La facture est arrivée. Non, mais tu te contrôles pas. Non, c'est Faute vrai. grave. Non, Faute c'est grave, vrai, c'est c'est vrai, terminé. c'est vrai. Pourquoi Non, mais c'est pour dire qu'il y a des moments comme ça, tu vois, il y a des moments où tu dois parfois juste vivre, en fait. Tu vois, Moi, vivre ton franchement, moment. c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Tu vois. vraiment le Covid. Ouais. Vraiment, franchement, ça m'a vraiment. Ça fait du mal. J'ai appris. Relativiser certaines choses. Relativiser, mais c'est surtout savoir donner 100% de ton énergie à chaque moment. C'est extrêmement compliqué, tu vois, mais quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment avec la personne à 100%. Je ne pense pas à si ça. Si je suis avec ma fille seule, frérot, tu ne vas jamais m'avoir au téléphone. Jamais. Et tu dois m'appeler au moins 5 fois avant que je pick up et te dire c'est quoi ton problème. Et il faut que le problème soit grave pour que je coupe le moment que j'ai avec ma fille, que je suis en train de profiter à 100% pour que je mette mon énergie dans quelque chose, tu vois. Et ça, j'ai essayé de mettre ça en place et franchement, ça me satisfait amplement. C'est compliqué parce que je suis avec toi 100%, j'oublie tout le reste. Ouais. Et quand je m'occupe de quelque chose, je suis pareil. Si j'ai pas ma fille, je peux rien faire. Quand je suis à l'étranger et que je dois penser à autre chose, je peux pas m'occuper de ma fille. C'est dead. Même je peux l'appeler FaceTime, je ne peux physiquement rien faire. Alors, je préfère moins penser à elle pour me dire, bon, de toute façon, qu'il se passe un truc ou pas, je n'ai pas les capacités physiques pour changer ça. Et là, avec sa maman, tout se passe pour le mieux. Je laisse ça à sa maman. Moi, je m'occupe de ce que je suis en train de ce que je dois faire là maintenant. Le plus important, c'est mon taf, mon bien-être, ma mentalité, ma vision des choses. Je m'occupe de ça. Et c'est tout. Le reste, c'est pour plus tard. Quand je la verrai, quand je la verrai plutôt dans 2 jours, dans 3 jours, je la verrai à ce moment-là, je vais profiter à 200%. Et c'est comme ça que j'essaie de voir les choses parce que franchement, tu sais pas ce qui va se passer demain. Et t'as pas envie que au moment où il te reste 3 secondes, tes derniers mots, que tu dises, oh putain, j'aurais voulu faire ça. Ouais, c'est là. Moi, je te jure, parfois j'assume. Hein, le matin, je suis dans le qu'est-ce qui m'a pris, mais après, je me dis, de toute façon, je vais me réveiller au final. De toute façon, après, la journée, elle va avancer. Généralement, quand je suis comme ça, j'arrive au travail, mon gars, il me connaît, donc il sait que première heure, il ne faut pas trop la profiter, tu vois, et puis après, puis ça avance, tu vois. Tout ça pour dire, ouais, il faut vivre, profiter de tes enfants. Et pour revenir un peu au moment de la grossesse, c'est au moment où vous l'avez appris, quel a été pour vous le plus grand truc? Au moment où vous l'avez appris, au moment où vous étiez vraiment face à vous-même, quel a été vraiment le plus grand truc? Moi, je pense, en tout cas pour moi, c'est est-ce que je vais y arriver? C'est est-ce que voilà, genre, est-ce que je vais Arriver à quoi? protéger ce petit gars là, lui donner en fait voilà, lui donner tout ce qu'il a besoin, donc gérer sa life, ses besoins, donc être là, présent, réussir son rôle de papa. Et quel est le rôle de papa? Oh, ça c'est pour un prochain épisode. Ça c'est pour un prochain épisode. C'est être papa, être papa. C'est pour un Donc, Moi, c'était la santé. Ouais, moi, à chaque fois que ma femme est enceinte, c'est la santé. Je suis à cheval dessus. Ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu respires? Pourquoi fort? Pourquoi tu respires fort comme ça? Tu vois, je ressens. Moi, c'est pour tout et pour rien, on peut aller à l'hôpital. On peut faire 10 fois l'hôpital dans la journée. J'en ai rien à faire. Il faut que mon enfant soit en bonne. Et la maman aussi soit en bonne santé. Parce que généralement, c'est la santé. Et pour pousser encore plus loin, c'est la santé de la maman et de l'enfant. Parce que on se rend pas compte, tu sais, le jour de l'accouchement, là, tu peux perdre les deux, hein. Tu vois? Moi, je vous jure, moi, quand ça s'approche, je suis en panique. Je sais que tout va bien se passer, mais j'ai toujours ce truc de me dire,
Et peut-être ma femme, elle va y rester aujourd'hui. D'où je rejoins le truc que moi, je suis là. Je ne bouge pas. Sa mère, elle avait essayé. J'ai dit, tu me vois là? Ce jour-là, je vais te lever et tu vas te déplacer. C'est ça, même. Ça ne bouge pas. La seule personne qui est présente à côté de ma femme, c'est moi. Ça bouge pas. Je suis intransigeant sur ça. Je peux quitter. Au travail, c'était très clair. Si je quitte, pas appel avec la personne, je raccroche, je quitte. C'est tout, tu vois. Mais c'est pour dire que moi, c'était la santé. Moi, c'était vraiment la santé. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Ça m'a choqué parce que quand je commençais à me renseigner justement par rapport à l'accouchement, etc., je me suis dit, en fait, en une seconde, Les deux. ça peut, les deux peuvent- Soit je suis un parent. Ouais. Tu te dis, ok, mais qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois? Et moi, franchement, la santé, c'était quelque chose que j'essaie toujours de mettre en place. Contrôle ce que tu peux contrôler. Ce que tu ne peux pas contrôler, tu le sens. Ouais. Tu vois. Mais de te dire, tu es dans la salle d'accouchement et que tu ne peux pas Tu contrôler, peux rien faire. ça m'a rendu ouf. Tu peux rien faire. Ouf, parce que je me dis, mais quelles sont les choses que je peux mettre en place pour que tout se passe pour le mieux? Tu vois? J'essayais, en plus j'étais à l'étranger à ce moment-là, pendant les... Donc de janvier, je suis rentré le 15 juillet. Donc pendant les 6-7 mois, j'étais pas là. Tu vois? Donc je devais essayer d'être présent via le téléphone, la rassurer un maximum, etc. Que tu lui disais, écoute, ne veux pas t'hydrater, mange, fais ci, fais ça. Suis ce que tu aimerais vraiment faire, tu vois, suite à la grossesse, pas de problème. Mais au moment où j'étais présent, je me suis dit, ok, maintenant, s'il y a une complication, qu'est-ce que je peux faire? Rien, mais ok, mais qu'est-ce que je peux quand même aider? C'est chaud. Tu vois, et C'est chaud. Surtout la période des contractions. Non, mais c'est pour ça, là aussi, je rends hommage aux sages-femmes là, qui sont là à l'accouchement. Moi qui suis coach, qui accompagne les gens, je coach les gens, je ne viens plus. Il y avait des moments où j'avais des blancs. Je tenais juste, j'avais juste la main. Juste la main. Et je dis rien. Et elles enchaînaient. Allez-y, madame. Allez-y. Et puis, tu revenais. Puis, tu décrochais. C'est Non, hard. et puis, C'est hard. je dis, non, C'est hard. chapeau, Parce que les contractions, chapeau. tu sais, quand tu vois ta femme souffrir, le martyr, tu ne sais strictement rien faire. Tu ne peux pas soulager sa douleur. Bien sûr, on avait des techniques. Moi, j'ai regardé des techniques pour soulager. Tu vois, il y avait des trucs qu'elle aime faire. C'est un peu comme si on dansait, en fait, tu vois. Plusieurs techniques, plusieurs trucs. Tu vois, ça la soulage, ça lui fait du bien. Mais ça lui fait plus du bien psychologiquement parce qu'elle sait que je suis là, tu vois. Il y avait un autre truc, elle se focalisait sur ma respiration. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais en tant que telle, la douleur qu'elle ressent, tu sais, je la regardais comme ça. Je disais, moi, ça, supporter ça. Mais vous êtes fous, quoi. Je me dis, mais ouvrez le ventre. Ouvrez le ventre. Ouvrez le ventre. Ça, je peux pas, vous êtes tarés, quoi. Franchement, ma plus grande peur, c'était ça, la santé. Je vous jure, à chaque fois qu'on avait une consultation pour voir le bébé, dans ma tête, je me dis, tu vois, surtout attends, c'est la première ou la deuxième où on doit savoir trisomie 21. Oui. Oh, C'est et celle-là, je l'attends toujours. Je suis jamais tranquille. Je suis jamais tranquille. Il y a celle-là et puis il y en a une autre. C'est une bactérie là. On doit savoir si maintenant l'enfant, tu vois. Et puis il y avait la phase des 6 mois, parce que la phase des 6 mois, l'enfant est finalement viable. Tu vois cette phase-là. Moi, je suis pas tranquille. Pour moi, mon enfant existe. Non, il existe déjà, mais mon enfant, je me dis, ça y est, on peut faire quelque chose. Tant qu'on n'est pas à 6 mois, je suis pas à l'aise. Donc dès qu'elle a des petits trucs et tout, contractions, un truc qui va pas trop, parce que ma femme, ses grossesses ne sont pas difficiles, mais elle a des grossesses où son col s'ouvre assez rapidement. Donc c'est généralement un peu à risque comme ça, tu vois. Donc je ne suis jamais tranquille. Tu vois, c'est limite 4 mois que ça commence à avoir... Tu vois, tu paniques. Et moi, je suis pas à l'aise avec ça, tu vois. Et quand je passe la période des 6 mois, là, je me dis, au cas où s'il y a un truc, il y a quand même, tu vois, il y a la néonate et tout, etc. Et puis, parce que bon, voilà,
on parle de santé. Moi, ma première, elle était prématurée. Ok. Pas une grande prématurée, une petite prématurée, mais ça reste prématuré, tu vois. Donc, tu paniques. Tu es en stress. Tu te dis, est-ce que tout va bien se passer quand elle va naître? Est-ce que tout, elle aura ses fonctions vitales? Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Maintenant, c'est ma dernière question. J'aimerais savoir si vous avez 3 qualités indispensables à conseiller au futur papa pour être un bon papa. Donc toi, maintenant, il y a un jeune, il est là, il a 25 ans, 28 ans, il va devenir papa dans quelques semaines. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour être un bon papa? C'est une très très bonne question. Comme on a dit, il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que la même situation peut être vécue différemment par rapport à chacun. Ok. Donc après, aller à l'instinct, ressentir les choses, essayer de faire le bien le maximum que tu peux et essayer, si tu peux, la présence aussi, si tu peux. Moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de qualité parce que c'est relatif. Je veux dire, chacun a ses qualités. Tu apportes ton meilleur à ton enfant, en fait, tu vois. D'autres vont lui ramener de la discipline, d'autres vont lui ramener de l'amour, d'autres vont lui ramener de la confiance. Tu vois. Donc, c'est vraiment relatif. Ce que moi, j'aimerais dire à ces personnes-là qui vont devenir papa ou qui veulent devenir papa, c'est de... En fait, vis-le pleinement. Vis-le pleinement, en fait. À partir du moment où tu apprends que tu vas être daron, vis-le pleinement. N'aie aucun regret. Moi, c'est tout ce que je veux dire. N'aie aucun regret. Moi, je vais dire même, on est obligé de s'arrêter sur ça parce que c'est trop fort. N'aie aucun regret. Vis-le vraiment à 100%. Ah, parce que c'est qu'une fois. Hein. Tu peux avoir 2, 3, 4 enfants, mais c'est une fois. Voilà. Une grossesse n'est pas une autre, tu vois. Je pense que mon vieux je l'ai vécu et il va me le dire. Une grossesse n'est pas une autre. C'est la même chose. Tu vois, c'est pas la même. Il a 2 garçons, j'ai 2 filles. La grossesse de la première n'était pas la même que l'autre. Exemple, la première est prématurée, la deuxième n'est pas prématurée, tu vois. La première qui était prématurée était une grossesse assez cool, chill. La deuxième qui n'est pas prématurée était une grossesse difficile. Comme toi. Donc, vis-le pleinement. Vis-le pleinement. Merci les gars. Merci à toi. Parce que pour moi, c'est vraiment important qu'on parle de ça. Pour nous, pour échanger, partager, pour les futurs papas, c'était vraiment important qu'on s'assoie et qu'on parle vraiment de ça. C'est important qu'on puisse se montrer et qu'on puisse vraiment parler de sur le sujet à venir. Je tiens vraiment à vous remercier. Non, on te remercie parce C'est que... un honneur pour ton invitation. Voilà. Et on te dit aussi merci parce que tu as pris au moins la conscience et tu as compris que c'est des choses sur lesquelles il faut débattre, tu vois. Parce que voilà, aujourd'hui, on débat sur tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est fondamental. Et même par rapport à la grossesse, on parle souvent de la femme, de la mère, tout ça. Et on n'a pas la vision du papa, en fait. On n'a pas la vision du papa. Et pour moi, c'était important de mettre ça. Comme même si on sait que voilà, physiquement parlant, la mère vit beaucoup de choses. Et l'accompagnement du papa est très important. Et aussi, tu sais, on le vit à notre manière, tu vois. On le vit peut-être pas. C'est ce que je dis souvent à ma femme. Nous, on le vit peut-être pas physiquement. C'est vrai que vous avez l'aspect non seulement émotionnel, mais vous avez l'aspect physique, tu vois. Mais nous, notre aspect émotionnel est décuplé. Pourquoi? Parce que on pense à ce que vous êtes en train de subir physiquement. Et nous aussi, on a notre propre ressenti, tu vois, de savoir comment on va gérer. Parce que il faut pas oublier quelque chose. C'est que la maman, elle panique dans le sens où elle va dire comment je vais faire pour m'occuper de mon enfant, tu vois. Elle a ce truc de cet instinct maternel. Et le papa, c'est quoi? Un homme qui se respecte, qui essaye de faire les choses bien, tu vois. C'est pas seulement l'enfant, c'est la maman. Tu vois, lui, la question, c'est comment je vais prendre soin de ma famille, tu vois. Comment je vais prendre soin de ma famille, tu vois. C'est pas, la maman n'est pas égoïste, c'est juste que c'est naturel, la mère va protéger son enfant, même contre son père, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais nous, le sens est beaucoup plus large, parce que si tu es là, tu te dis, mais non, il s'agit de ma famille, tu vois. Comment je vais faire pour prendre soin de ma famille, pas prendre soin de mon enfant, non, c'est prendre soin de ma famille. Donc ça veut dire que je dois prendre soin de mon enfant, mais je dois prendre soin de la mère de mes enfants,
tu vois. Même si après, ça fait que peut-être que ça ne marche pas, À ce moment-là, ouais, l'instant T, là. voilà, mais même après, tu as des hommes, après, même si ça n'a pas fonctionné, la maman des enfants Reste. reste la maman de ses enfants. Et il va toujours s'inquiéter pour la mère de ses enfants. Si la mère de ses enfants est dans la merde, il va trouver une solution pour que la mère de ses enfants soit dans des bonnes conditions. Parce que, bah oui, tu vois. Donc, tu vas pas juste regarder ton enfant et la merde, j'en ai rien à cirer. Non, 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 non. La mère de l'enfant est incluse dans l'équation, tu vois. On n'en parle pas assez, tu vois. On ne parle pas assez que non, tu vois. Moi, je tiens à préciser aux hommes qui se respectent et qui essayent de faire bien les choses, tu vois. Et ça veut pas, si ça fonctionne pas, c'est la vie, tu vois. Mais qui prennent conscience que j'ai eu un enfant avec une personne, il est de ma responsabilité que cet enfant et cette personne, la mère de mes enfants, soient dans des bonnes conditions, tu vois. 100%. Donc, 100%. Les gars, je vous remercie encore une fois. Merci à toi. J'espère qu'on se reverra très bientôt. je l'espère aussi. J'espère On aussi. était entre papas.